Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans les chansons de ma vie sur Radio J, nous avons le bonheur de recevoir un artiste rare et élégant. Il n'est pas de ceux qui se répandent à longueur de médias et je le remercie d'autant plus d'avoir répondu à notre invitation. Guitariste émérite, auteur, compositeur, interprète, comédien à ses heures. C'est monsieur Thomas Dutronc que nous avons le bonheur de recevoir aujourd'hui. Bonjour Thomas, comment ça va ? Bonjour Frédéric. Écoute, ça va. On est confiné, quoi. Qu'est-ce que tu veux ? On essaye de pas être trop con, mais on est confiné, quoi. Un artiste est toujours un petit peu confiné dans sa tête. Oui, mais là, ça commence à faire long un peu. Là, j'avoue. Pourtant, vraiment, je suis pas à plaindre. Moi, tout va bien pour moi, mais les concerts commencent à me manquer vraiment. Les copains, voilà, les apéros. Là, ça commence à faire long. Bon, il y a quand même une actualité qui marche très très fort, c'est votre album, Frenchy. C'était pas si évident que ça, un album ambitieux, un album de jazz. Oui, c'est du jazz. On peut dire que c'est du jazz si on veut, mais c'est pas du tout une musique sectaire. C'est des grands musiciens très sensibles qui savent faire tout, mais qui rendent hommage à ces grandes chansons françaises. Oui, on a choisi de faire un projet. Si tu veux, l'idée c'était pour voyager en fait. Donc c'est mal tombé. Gagné, voilà, c'est c'est mal gagné. tombé. On voulait juste aller jouer dans d'autres pays, aux États-Unis, au Japon et tout ça. Et donc on a repris L'idée c'est de reprendre des chansons françaises qui ont fait le tour du monde et d'inviter des stars internationales. Et on a eu la chance, ça n'a pas été facile évidemment d'en choper. On a eu la chance d'avoir Iggy Pop, Diana Krall, Billy Gibbons, Jeff Goldblum, Stacy Kent, Yoon Sun-na. Le titre avec Diana Krall est juste. Il est très bien. Ce n'est que mon avis et je le partage. Et on devait le sortir aux États-Unis, le disque et tout ça. Et pour l'instant. Pour l'instant, c'est. Mais on le fera, j'espère. Alors justement, Thomas, cette période de régime sans scène, et vous l'occupez à quoi ? Est-ce que vous avez continué à animer des masterclass comme vous l'avez fait durant le premier confinement ? Alors on a sorti une méthode de guitare là qui a bien marché. Elle a tout de suite été en rupture de stock, mais on n'avait pas imprimé assez. Oui, c'est basé un petit peu sur les cours que j'avais fait sur Facebook là en mars, qui sont toujours disponibles. D'ailleurs, on peut les voir. Et là, on a fait une méthode qui s'appelle la méthode simple en 17 chansons Frenchy pour apprendre à jouer de la guitare. Mais c'est plus pour chanter, tu vois. C'est pas vraiment pour apprendre la guitare instrumentale ou complexe. C'est pour chanter entre copains. C'est un truc un peu convivial ou comme ça, chez soi, avec sa copine, pour se chanter des chansons. Voilà, je pars d'une chanson simple et puis ça va un petit peu compliqué, mais ça s'adresse vraiment à tout le monde, quoi, même aux débutants, mais il y en a pour aussi des gens qui savent bien faire de la guitare déjà, il y a de quoi faire aussi, donc c'est Transmettre. une méthode qui est très... Moi, j'ai toujours aimé apprendre, j'aimais bien l'école, moi, j'ai toujours aimé aussi la pédagogie, j'ai donné quelques cours, à un moment, ça m'a plu. Et la transmission, c'est un truc important, quoi. Ouais, je trouve que c'est vraiment important, j'adore ça, et donc on a fait ça avec plein de choses très importantes, on parle de la guitare vraiment sous tous ses aspects, on a été assez... on a couvert tout le problème, quoi. Éclectique. Voilà, éclectique. Et en même temps, on a mis plein de conneries, on va dire, avec un grand C. On peut faire confiance. Voilà, on s'est inspiré par Gottlieb. On n'a pas de mal à le croire, ça. Dans l'esprit un peu Gottlieb, si j'ose me réclamer de ce grand maître de l'humour. Mais voilà, on a essayé de mettre un peu de rubrique à braque, de blagues comme ça au milieu. Et c'est une méthode qui est très sympa. Et voilà. Alors Thomas, on se tutoie, on se vous voit dans la vie. On peut se tutoyer, on peut oui. se tutoyer, tu connais Bien la sûr. blague de Mitterrand, à qui le garde champêtre qu'il a vu grandir arrive, et le jour le 10 mai 81, il vient d'être élu président, et le garde champêtre arrive avec son accent rocailleux. François, déconne pas, moi je t'ai connu depuis tout petit, tu restes François et je te tutoie. Et l'autre le regarde dans les yeux et lui dit, c'est si vous voulez. On va se tutoyer, alors ce sera beaucoup plus simple. Thomas, je te rappelle le principe de cette Comme émission. quoi, c'était pas un rigolo. ou alors extrêmement drôle. Ouais, voilà, très drôle. Mais au 25e pince degré. sans rire, ouais, voilà, pince sans rire. Thomas, on se rappelle le principe de l'émission, les chansons de ma vie sur Radio J. C'est toi le patron, c'est toi qui as fait le programme. Alors, vous êtes virés tous. C'est la crise, merde. 5 chansons qui ont été de véritables, j'imagine, repères dans ta vie. Et le premier morceau, alors c'est un véritable standard du jazz, c'est Limehouse Blues.
dans sa version interprétée par Django et Stéphane Grappelli. Alors, je rappelle deux, trois trucs. Ce morceau, il a été créé, je crois, en 1921 par Ferber et Braham. Il a été repris à de multiples reprises. Je pense on aurait plus vite fait de dire les gens qui l'ont pas chanté que les gens qui l'ont pas joué que les gens qui l'ont joué. Je crois arrête-moi si je dis des bêtises, mais à la base, ça évoque le district de Limehouse qui était le Chinatown anglais, c'est ça, Voilà, le Chinatown de il me semble Londres. que c'est ça, ouais, tout à fait. Et pourquoi ce titre, Thomas Dutronc? Oh, je sais pas, parce que des chansons, j'en ai mis plein, mais je me suis dit, il faut quand même que je mette un morceau de Django. Alors, tous les morceaux de Django sont bien, ils sont tous très différents, il y a des périodes très différentes, il y a des morceaux très debussiens, il y a plein de choses. Mais là, c'est la période un peu années 30 qui va très vite. Alors, ça danse pas, parce que ça va tellement vite que ça danse plus trop, là. Mais c'est une période qui est très dansante. Oui. Je sais pas, j'ai pris celui-là parce que j'étais en train de travailler le solo, en fait. C'est un morceau D'accord. que j'écoute depuis 30 ans. Mais j'ai travaillé le solo à Noël, là. Et j'ai un logiciel qui me permet de ralentir, parce que il y a tellement de notes, ça va vite, c'est compliqué. Et du coup, j'ai décortiqué, tu vois, j'ai relevé les notes. Alors, j'arrive pas à le jouer à la vitesse à laquelle il le joue. Et c'est fou c'est un bonheur pour moi si tu veux, de se rendre compte de la merveille. Django, c'est une merveille, vraiment. Il a un côté, Magique. c'est vraiment magique. On s'explique pas. C'est un peu ma religion, c'est mon Jésus, tu vois. C'est-à-dire que je me dis, putain, comment il faisait pour jouer ça? En plus, il a été miraculé, tu sais. Et justement, un type qui a failli brûler vif, qui s'est Ouais. retrouvé avec, je crois, une main entièrement brûlée, Il avait, deux très doigts qui... Voilà, et du coup, les solos, il les faisait qu'avec l'index et le majeur de la main gauche. Et ses deux autres doigts étaient complètement recroquevillés. Alors, il pouvait faire les accords avec un peu le pouce et un peu ses deux doigts recroquevillés. Mais c'est miraculeux quand tu l'entends jouer. Et puis surtout, c'est inexplicable, inexpliqué, c'est incompréhensible, quoi. Je sais pas comment il fait pour. Tu comprends un peu comment les autres. Il est tellement loin dans la musicalité, mais c'est marrant. Tous les mecs. Et c'est quoi Tous les pour toi? mecs meurent. C'est un don de Dieu, un truc comme ça? C'est quoi? C'est un mec qui est habité? Bah là, ouais, Il y a un truc un peu bizarre, il y a un là, truc un peu magique. il y a un truc un peu bizarre. Là. C'est sûr qu'il y a un truc un peu bizarre parce que tous les plus grands guitaristes sont en admiration devant lui et comprennent pas trop non plus. C'est-à-dire qu'il y a un moment où c'est assez miraculeux, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu le plus grand improvisateur de tous les temps. On dirait que c'est écrit, quoi. Ces improvisations, on dirait qu'elles sont écrites tellement. Il n'y a pas de place il y a pas de bavardage, quoi. Il dit toujours le mot juste, quoi. Ces notes frappent à c'est des uppercuts à chaque note. À chaque note. Je sais pas comment. Et Thomas, alors toi ton histoire d'amour avec la guitare, elle commence à la fin de l'adolescence, c'est ça? Tu Ouais. as démarré relativement tard l'instrument. Tu avais quel âge? 16 ans, 17 ans quand 17 ans et demi, ouais. Donc après le bac. Et ouais, après le bac, ouais. Passe ton bac d'abord. À Noël, c'était à Noël chez un ami à la campagne, il avait une guitare et il jouait 2-3 trucs et ça m'a vraiment donné envie. D'un seul coup, j'ai eu un déclic, quoi, un coup de foudre pour l'instrument. Et puis j'étais dans une fac qui m'intéressait pas trop en fait. Donc je me suis jeté. Bac C quand même avec mention quand même. Ouais, bon, c'est pas. On rigole pas quand même. J'ai perdu tous mes moyens, moi, au bac. J'ai pas dormi de la nuit. Pas dormi de la nuit. Et tu as chopé la mention quand même. Ouais, mais j'ai vraiment eu pas les notes que j'aurais pu avoir. J'avais dormi 4 heures. Aujourd'hui, je suis habitué à dormir 4 heures dans les tournées, tout ça. Mais à l'époque, je crois que c'était la première fois de ma vie que je dormais 4 heures, quoi. J'ai pas dormi de la nuit. Et cette guitare, elle t'a ouvert quoi comme horizon? Il y a eu des choses nouvelles le jour où tu t'es retrouvé avec ça. Je sais pas si c'est explicable avec des mots, Bah, mais elle t'a permis de dire des choses que tu ne disais pas avant, que la parole ne te Alors, ce qui permettait m'a pas de donner. d'abord plu dans la guitare, si tu veux, c'est que je voyais pas trop ce que je pouvais faire dans la vie et je sais pas, moi, faire des études de droit, d'économie, de marketing, tout ça me faisait peur. C'est pas tant pour la matière, ce qui était enseigné, mais plutôt pour les amphithéâtres géants. J'étais à fond dans The Wall des Pink Floyd, tu vois. D'accord. J'étais très baba cool, hippie. J'avais pas envie d'être happé par un espèce de système et de machine qui te broie. Et j'avais envie d'exister, de vivre, d'avoir du cœur et des rapports humains à échelle humaine et tout ça. Et du coup, la guitare, pour moi, correspondait à quelque chose de simple. C'est-à-dire, c'était moi et l'instrument. Plus je travaillais, plus je serais bon. Voilà, tout simplement, quoi. Il n'y avait pas de paramètres liés à la société ou je sais pas quoi. Enfin, ce rapport concret.
puis alors en plus, après, j'ai découvert Django, j'ai découvert Brassens aussi, que j'avais jamais écouté de ma vie. dont nous allons parler dans cette Et émission. voilà, Mais ça m'a... pourtant, la guitare chez les Dutronc, c'est un peu une affaire de famille. Mon père en jouait plus. J'ai jamais vu jouer des guitares, peut-être une Euh, fois, mais à Alors, peine. alors Une qu'il a fois ou deux. commencé en tant que guitariste, il n'a pas commencé en tant que chanteur. Ouais, Alors, ouais, je sais. dans Mais il y avait le- plein de guitares d'ailleurs chez moi. Peut-être c'est ça aussi qui m'a plu. Ça me faisait dans les rêver un Cyclones, peu il était guitariste au Ouais, départ. ouais, il a été guitariste au départ. Il y a des morceaux à lui où il y a de la super guitare. C'est lui qui joue. Mais gamin, tu ne l'as jamais vu jouer Non, à la maison. peut-être une fois ou deux, mais faire le con ou des chansons, pas vraiment jouer comme ça, mais pas vraiment jouer des solos et tout ça, mais et il jouait bien. C'était un super guitariste, mais je l'ai jamais connu jouer quoi. Et donc là, toi, Jouant. lorsque tu t'es retrouvé avec cet instrument dans les mains, juste après le bac, tu t'es dit, ma vie, ça va être ça. Voilà. Non, pas tout de suite. Hein, Pas tout de suite, ça a mûri. Je voulais faire des images, je voulais être réalisateur. Et puis cette fac que j'ai fait pour préparer un concours, en fait, pour rentrer dans une école de réalisation, ne m'a pas convenu. Et je n'ai jamais rien appris d'ailleurs à cette fac, ni à faire un montage, un scénario, un éclairage, rien du tout. Par contre, c'était une fac d'art. Il y avait marqué option cinéma, mais en fait, c'était une fac d'art contemporain. D'accord. Et moi, l'art contemporain, franchement, C'était pas ton truc. dans mon milieu, de là où je viens, c'est pas du tout mon truc, quoi. C'était pas du tout. Alors, ça m'a intéressé, du coup. Tiens, c'est marrant, j'ai découvert que Philippe Catherine avait fait une fac aussi d'art contemporain. Et ça mène à tout, donc. Comme quoi, ça. Après, on devient tous un peu fous. Mais voilà, c'est très intéressant, mais c'était vraiment pas. Voilà. Je me rappelle d'ailleurs d'élèves dans cette fac qui arrivent qui disent moi, j'adore Hitchcock ou Coppola, ou si tu veux. Là, et après, on nous montrait des films de Nam June Paik ou Bill Viola qui étaient des vidéastes, qui faisaient des vidéos sculptures, c'est-à-dire des vidéos avec des couples nus qui tournaient dedans, mais en boucle pendant 24 heures, tu vois, dans des pièces sombres. Enfin, tu sais, les installations, Ça donne envie. des trucs de Beaubourg et tout ça. Donc moi, si tu veux, j'étais là, bon, les mecs, tu prends un rouleau de PQ et tu le filmes et tu mets ça dans un truc, genre c'est installation et ça fait de l'art moderne. J'exagérais un peu. C'est un concept. J'exagérais un peu, mais c'est-à-dire que j'avais l'impression que depuis l'urinoir de Marcel Duchamp, j'ai l'impression qu'il n'y avait plus que ça au XXe siècle, si tu veux. Donc, quand je voyais un Picasso ou un Matisse, j'étais vraiment content. Mais on nous parlait trop Enfin. ouais, tu vois, on nous parlait trop des fumisteries, à mon sens. Hein, voilà. Donc la guitare a été un contrepoint à ces études. Voilà, et puis je qui te m'intéressais faisait à la photo royalement, aussi, je faisais un peu de photos comme ça, puis Alors, Puis attends, en plus, à mon époque à la fac, il y a eu grève pendant 3 ou 4 mois, c'était Lionel Jospin qui voulait fermer la fac, pourtant il n'était pas... Pourtant, un grand amateur d'art moderne. Pourtant plutôt à gauche, en général, ils sont plutôt pour l'art et les facs qui sont pas forcément rentables. Là, même la gauche voulait fermer ma fac, c'est pour te dire. C'était le côté gauche réaliste. Ouais, je sais pas, mais c'était en tout cas. La deuxième gauche. C'est sûr que c'était space comme fac, mais après, je suis ravi que ça existait. J'ai rencontré des super copains avec qui je suis encore ami, et toute une bande de gars super cool, quoi. Mais Thomas, pourquoi Ça m'a ouvert l'esprit. Hein. Je fais pas que critiquer. Il y a eu quelques profs super aussi dedans, vraiment. J'ai des bons souvenirs aussi. Mais voilà. Mais du coup, on n'avait pas grand-chose à foutre. Il y avait beaucoup moins de travail qu'en terminale. Donc voilà, je passais mes nuits chez un vieux copain, qui habitait à 100 mètres de chez moi. Je me couchais à 4 heures du mat tout le temps. Et tu bossais la gratte. Et je commençais à déprimer un peu. Non, parce que je n'étais pas encore complètement décidé, résolu à faire vraiment de la guitare, quoi. J'ai vraiment décidé à 20 ans. Donc j'ai eu comme ça un an ou deux un petit peu dans le flou. Et justement, quand tu t'es décidé, pourquoi le jazz manouche? A priori, tu vivais pas dans une roulotte. Bah, j'ai pas commencé par le jazz manouche. Hein. Non. J'avais jamais entendu ça d'ailleurs. Moi, Qu'est-ce j'aimais. qui t'y amène alors J'aimais Chuck justement Berry, Hendrix. Enfin, j'aime toujours, hein, mais Oui. j'aimais voilà, ou les Shadows, ou j'aimais des trucs de guitare de Prince, de Elvis, d'Air Straits, tu vois, les grosses guitares, quoi. Je sais pas, le tube de Run DMC avec Aerosmith, tu vois, j'adorais ça à la guitare. Bon. Et quand j'ai commencé, bah, j'ai essayé de chanter des trucs de Bob Marley ou de je sais pas quoi, de chansons de. Et puis je commençais un peu les solos, un peu le blues. J'étais fan Oui. de blues, tu vois, Johnny Hooker, Anthony Hopkins, tous ces trucs. Les grands classiques. Voilà, les grands classiques, même Eric Clapton, son album Unplugged, j'écoutais ça en boucle. Et puis j'ai eu un copain qui m'a donné des cours de guitare, enfin un copain d'un copain dans la bande de mon quartier dans le 14e. Et lui était fou de jazz. D'accord. Et en fait, c'est lui qui m'a initié un peu, qui m'a fait écouter du jazz. Moi, j'en avais jamais écouté. Même si j'écoutais des trucs en boucle, on écoutait par exemple l'album Headhunters de Herbie Hancock, Watermelon Man ou comment Caméléon, ou je sais plus. Enfin, on écoutait ça en boucle avec les copains à 16 ans, mais tu vois, j'avais jamais compris que c'était du jazz ou que c'était une autre musique, quoi. Ça te touchait en tout cas. Et il m'a fait écouter des trucs que je connaissais pas du tout. Alors, les premiers trucs qu'il m'a fait écouter, c'était du jazz très moderne. J'ai pas du tout aimé.
D'accord. Et puis en cherchant un peu, je suis tombé sur un truc de Thelonious Monk qui m'a vraiment séduit parce que j'ai dit putain, en fait, c'est une musique qui a d'autres accords, d'autres harmonies, ça m'a ouvert d'autres horizons. Et après en guitare, je suis tombé sur un morceau de Django. Et alors là, effectivement, La là j'ai fait révélation. oula, là j'ai dit ah ouais, je me suis dit attends, mais le mec, toute la guitare que j'avais entendue jusque-là, le mec a une autre sonorité, d'autres accords, d'autres rythmes, une maîtrise. Et puis petit à petit, j'ai aimé un morceau, deux, trois. Puis après, je suis devenu obsédé. Et puis il y a peut-être, arrête-moi si je dis une connerie, mais il y a peut-être un côté plus festif dans cette guitare-là. Je sais pas, ouais, peut-être. Et puis, si, il y a un truc enthousiaste. Ouais, ça m'a enthousiasmé. Et j'ai des copains qui jouaient de la musique un peu plus âgés que moi, qui avaient des fanfares, de funk, qui faisaient de la salsa et tout ça, qui étaient fans d'ailleurs de beaucoup de salsa, mais aussi Oui. qui aimaient bien Dizzy Gillespie, tout ça, donc un peu porté dans le jazz. Mais ils m'ont dit, bah, toi qui aimes le Django, tout ça, il y a un endroit où on joue cette musique-là, tout ça. Et j'ai été, et c'est là que j'ai rencontré les premiers guitaristes manouches que j'ai vu La chope des jouer en puces. vrai. Voilà, j'en parle plus maintenant parce que Ninine, qui jouait à l'époque, n'y joue plus et il y a eu des soucis, donc je veux plus faire de pub à l'endroit depuis que Ninine n'y est plus. Mais voilà, et donc, et si tu veux, de rencontrer et du coup, ça m'a plu parce que déjà Django, après, ça me plaisait de plus en plus, et ces guitaristes-là m'ont fasciné. Et je me suis dit, attends, je me suis dit, finalement, je connais des fils à papa qui font du funk, qui font genre Prince à se rouler par terre avec des plumes, alors que là, en fait, nous aussi, on a notre Mississippi avec des vrais mecs qui jouent vraiment de la guitare, qui ont un vrai héritage, parce que tu avais des petits gosses, des vieux, des Oui, oui, gros. c'est qui jouent- c'est Voilà. Je me intergénérationnel. suis dit, on a notre Mississippi, arrêtons de rêver aux États-Unis, on a un truc ici. Enfin, j'aimais les deux, si tu veux, mais je me suis dit, tiens, je vais un peu me spécialiser dans le côté Django, mais j'avais pas compris que c'était injouable en fait. Bah, moi, je te propose qu'on fasse une petite pause. Django, on va l'écouter. Donc Django, dans sa version de Limehouse Blues, avec le grand Stéphane Grappelli. Ouais. Et les deux ensemble, ça déménage. Ouais. On écoute ça, c'est le choix de Thomas Dutronc dans les chansons de ma vie sur Radio J. Django Reinhardt, Stéphane Grappelli, le quintet du Hot Club de France. 1934, cet enregistrement, ça déménage pour de bon. Hein. Je crois que c'est 35 sans vouloir te. Ah, moi j'avais lu 34, mais bon, si monsieur. Je vous fais confiance. À un an près, on va pas Voilà, marchander. on va pas chipoter, tu vois. Mais enfin, quand même. Non, bah oui, bah, Django, cette période-là, c'est les premiers enregistrements que j'ai écoutés vraiment en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et c'est fabuleux, quoi. Il est béni des dieux, quoi. Il y a un mystère. Et j'écoute encore des choses, par exemple, enfin, Et tu crois au don, toi, le côté. Alors, bon, je ne vais pas te faire le quart d'heure et Dieu dans tout ça. On est quand même sur une radio cultuelle et culturelle. ouais. Le côté don de Dieu, quand on entend un type comme ça, avec deux doigts en moins, jouer comme il joue, on peut se poser des questions quand même. Et on peut ouvrir une petite parenthèse spirituelle. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui ne sont que des passeurs et qui ne sont que des vecteurs de ce qu'on leur a envoyé? Oui, il me donne cette impression. Je dis toujours, les poètes ont leur muse. Lui, il avait l'ADSL avec les muses, quoi. Il était en fibre, tu vois, grave. Ouais, c'est difficilement. Il est tellement fort que dans des cours de maths quand j'étais petit, hors parcours scolaire, on m'avait expliqué intuitivement, on m'avait fait comprendre. On m'avait dit, est-ce que tu crois qu'il peut y avoir des univers plus ou moins grands? Je dis, bah non, des infinis, pardon, Oui. des infinis plus ou moins grands. Je dis, bah non, quand c'est infini, c'est infini, l'infini. il ne peut pas y avoir plus grand ou voilà, deux. Eh bien non, tu as des infinis plus grands. Je peux vous expliquer ça rapidement. Un infini plus petit, ça va être un infini, par exemple, des nombres premiers. Parce que si tu fixes un chiffre x, Oui. si tu fixes ce chiffre x, tu vas compter, et au bout de peut-être 100 000 milliards d'années, tu arriveras à ce chiffre. Par contre, dans l'ensemble R, entre deux chiffres, c'est encore infini. Et si tu peux compter, tu n'arriveras jamais au chiffre, même si tu comptes. Donc c'est un infini plus grand. Et Django me fait un peu cet effet. C'est-à-dire qu'il y a plein de musiciens incroyables, il y a plein de... Mais lui, en plus, on n'a jamais eu le bonheur d'écouter Mozart ou Bach Non. ou Chopin jouant eux-mêmes. En live, non. Et lui, pour moi, c'est ce niveau-là, sauf qu'on l'entend jouer lui. Et si tu veux, je connais beaucoup de grands virtuoses de la guitare, comme Biréli Lagrène, comme Stockel Rosenberg, qui rejouent certains de ses solos à l'identique, avec une technique incroyable. Et ben, même eux, on ne peut pas expliquer quel C'est le quoi la message qui est différence? transmis. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la grâce?
Peut-être, peut-être, ouais, ouais, ouais. Il paraît que Django, ça voulait dire la lumière. Tout est dit alors, Ouais. tout est dit. Thomas, après Django, toujours dans tes choix, un tout autre style de guitariste, puisque c'est Georges Brassens que tu as choisi d'écouter, et sa complainte des filles de joie. Alors, tout d'abord, ta rencontre musicale avec Brassens, ça s'est fait quand c'était petit, quand tes parents écoutaient ça à la maison? Voilà, ce qui est marrant, c'est des fois, quand on parle de Django, Brassens, ça fait des vieux trucs et tout. Alors on se dit, putain, les gens, on passe pour un vieux, un machin. Mais en fait, par exemple, Brassens, c'est carrément le mec le plus punk. Moi, j'ai écouté un peu les Dead Kennedys ou les Sex Pistols. C'était des groupes très, très punk. J'écoutais des trucs un peu hardos quand Oui. j'avais 14-15 ans. Mais en fait, il était très, très punk aussi, Bien sûr. Brassens. Et par exemple, la fin du texte de la chanson, là, il faut le faire, quoi. C'est pas évident. Et cette chanson est magnifique parce que aussi, ça a fait écho à un truc. J'avais peut-être tendance à porter beaucoup de jugements sur les choses, à vite critiquer, à faire des jugements, quoi. Et quand j'étais adolescent. Ah mais la fin là, elle est carrément trash. Moi je l'ai Voilà, voilà. et- Ouais, la et fin je est l'ai trash, je l'ai ouais. réécouté pour préparer Ouais. l'émission avec toi. Et cette putain, ça aurait pu être ta mère. Voilà, voilà. C'est quand même absolument. Il fallait Cette l'oser. putain dont tu rigoles, il s'en fallait de peu, mon cher, que cette putain ne fût ta Ta mère. Et mère. ça, c'est. Et je En me rappelle- 61. En Et je me rappelle 61. que un prof de français que j'aimais beaucoup m'avait écrit en marge: ne jugez pas si vous ne voulez pas être jugé dans une disserte à 14 ans. Et ça m'avait vraiment frappé. Et là, je retrouve ça vraiment. Et c'est des paroles de sagesse, si tu veux. Ce que j'adore chez Brassens par rapport à. Je sais pas, à Jacques Brel, à Ferré ou à plein d'autres, c'est que il est très tendre. Il y a plein d'humour, il y a plein d'amour, il y a une espèce de soleil, ça vous fait du bien, quoi. Il y a une espèce de bienveillance. bienveillance. Puis t'as vu, c'est comme il était, sa pudeur, sa gentillesse, c'est fou. Et en plus, il était jamais sûr de lui, tellement cultivé, tellement une bonté incroyable. Donc il n'est pas dans le malheur, dans la tourmente. Il vous donne du pareil de la lumière aussi. C'est un mec qui est super lumineux et qui fait réfléchir et qui est tout le temps aussi espiègle. Il y a de l'humour et c'est pour ça que comme lui-même était fan de Mireille ou Trenet, j'ai Oui. été encore plus loin. J'ai remonté, j'ai fait mon historien. Comme je suis devenu fou de Brassens, je me suis dit, voyons voir qu'est-ce qui, lui, a pu l'inspirer. J'ai remonté les siècles. Bon, je suis jusqu'à Jean-Sébastien Bach. Hein, il y a plein de choses intéressantes avant, quoi. Faut pas penser, c'est du passé. Il faut penser, il y a plein de choses intéressantes. Et qu'est-ce qui te l'a fait découvrir, Brassens? Écoute, c'est un peu C'était à la maison. On écoutait quoi chez toi quand Non, alors t'étais c'était petit? pas du tout mes parents. Je pense que c'était avec mon fameux voisin avec qui on passait les nuits. Je pense qu'il aimait bien, il a dû m'en faire écouter. Et chez moi, après, j'ai trouvé un coffret Ouais. dans la discothèque de mes parents. Puis du coup, j'ai commencé à écouter. Et après, ça m'a plu grave. J'ai acheté un espèce de coffret CD. Et j'étais fou de ça parce que chaque chanson, je découvrais des merveilles d'astuces, voilà, c'est aussi, ça mettait beaucoup de bonheur, beaucoup de baume au cœur, beaucoup d'entrain, ça donne beaucoup. C'est pas, je suis un artiste maudit. Il n'y a pas du tout le côté, la condition de l'artiste Non, qui se met en scène. Il ne se regarde pas chanter, c'est Voilà. clair. Et ça, j'adore ça. Alors, c'est vrai que mes parents viennent sont plus années 60, plus pop, même si c'est pas du tout leur caractère non plus, mais il y a plus quand même ce souci d'image, on va dire, qui est là et qui est, je sais pas, qui est chez les Stones par exemple, à mort, ou chez Prince, Prince, c'est carrément, il fait un numéro de Oui. cirque pas possible. Mais, du coup, moi quand j'étais ado, je marchais là-dedans, si tu veux, je tripais sur l'image. Elvis Presley, sa beauté, son charme, mais il avait un truc assez sincère et simple aussi, Elvis, hein. Les grands, mais et Brassens, d'un seul coup, avec son truc tellement sincère, encore pire, ça m'a encore mieux. Et puis, ce qui est. Pas du tout show business, quoi. Non, Voilà. et pas du tout show business, et totalement en marge. Il faut avoir un sacré, Ouais. une sacrée foi en soi aussi pour assumer jusqu'à l'âge de 35-40 ans Ouais. de vivre de rien du tout. De rien. Il disait qu'il n'avait même pas de quoi. Enfin, Il n'avait pas l'eau c'était courante, Jeanne il se lavait dans la cour avec la pompe à eau. un passe Florimond, enfin, et puis faire un ménage à trois. Et enfin, même quand il a eu du succès, qu'il a commencé à avoir des sous, il continuait à vivre comme ça. à vivre là-bas. Il a quand même assumé haut et fort Ouais. de faire
ce qu'on appelle aujourd'hui un ménage à trois. C'est vrai. Il vivait avec un couple et dont il ne fait pas mystère aujourd'hui qu'il était aussi l'amoureux de la dame, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ça aussi, il fallait à la fin des années 50 assumer ça, c'était vraiment pas évident. Ça doit te mettre en rogne quand tu entends encore des gens dire, toi qui es musicien, ah mais Ah, Brassens, c'est toujours ouais, ouais, ouais. ces trois accords sur Alors, le haut du manche. non, c'est sûr, on peut critiquer ces arrangements parce qu'effectivement, là, c'est sûr que si on aime la diversité d'arrangements, C'est pas là. c'est pas Quincy Jones, c'était pas venu, quoi. Mais par contre, les mélodies, la guitare, c'est parfait. On peut pas faire mieux, quoi. C'est tellement beau. Il y a un petit côté swing qui, moi, me plaît, hein, c'est sûr. C'est jamais binaire, quoi. C'est pas une musique. Voilà, c'est un, Puis c'est un les tout petit peu mélodies, puis les c'est un tout petit mélodies. peu ternaire, un petit peu inspiré. Mais les mélodies sont incroyables. C'est très compliqué à la guitare. Oui, j'ai entendu souvent. Ah, c'est toujours pareil. Non, c'est pas toujours pareil. Et puis surtout, ces textes changent. Après, c'est pas une musique que tu écoutes, que tu entends, pardon. C'est pas une musique à Non, il mettre faut d'ambiance. l'écouter. C'est Il une faut musique à l'écouter. écouter, voilà. Et puis des fois, t'en as écouté 2 et ça te suffit, tu vois. Mais putain, mais la supplique pour être enterré à la plage de Sète. On découvre encore maintenant en écoutant ces textes, je sais pas si ça te fait pareil, mais on peut encore Bien découvrir sûr. des joliesses qu'on n'a Ah oui, pas ah chopées oui. au bout de 25 écoutes. Et puis alors, je t'avoue que mon amour de Brassens, à l'époque, avait été vraiment magnifié ou aidé, poussé, parce qu'il y avait un tout petit resto qu'avait ouvert un copain de mon père. Il y avait 12 tables. Et dans ce resto, il y avait Jacques et Lionel, qui étaient deux gars à la retraite, cheveux blancs, et qui jouaient de la guitare. Et ils jouaient D'accord. tous les Brassens sans les chanter, à la mélodie, tu vois. Putain, et alors, dans un café comme ça, et moi, c'est tout ce rêve. C'est là où j'ai commencé la guitare avec des copains un peu baba cool en Corse, qui jouaient un peu de guitare. Certains qui n'avaient même pas l'eau, l'électricité, mais qui avaient un groupe électrogène pour la guitare électrique, tu vois. On jouait des trucs. Ouais, c'était vraiment le côté hippie. Et il y avait toujours quelques Brassens qui traînaient. Il y avait aussi Le Forestier, des Ligelinde et tout ça. Mais et voilà, et c'est ce côté un petit peu vivre en marge, être un peu anarchiste, un peu, je sais pas, c'est un esprit, une liberté. Moi, j'adore la liberté. Voilà, ça m'a. Ce qui est très étonnant aussi, c'est de voir à quel point aujourd'hui il est encore vivant. Moi, j'adore. Pardon, je te coupe. t'en Moi, prie. j'adore la liberté. C'était une phrase très con. Le mec, il dit, moi, j'aime pas du tout la liberté. J'adore qu'on m'enferme. On va voir que ça. Ceci dit, il y a des Il y a mazos. des Hein. gens, il y a des Il y a, gens de- il y a des faux aussi. Est-ce que tu as remarqué à quel point aujourd'hui le nombre de festivals Brassens se multiplie comme des petits pains? C'est très drôle quand tu vas dans ces festivals, tu vois 50 Brassens tous les soirs qui sont là, qui sont habillés un petit peu comme lui, avec un polo ouvert, avec les cheveux en arrière. Le talent n'y est pas toujours. De Brassens, il n'y en aura qu'un, mais je pense que si de son vivant, on lui avait dit que son nom, comme ça, 40 ans après, continuerait à être. Enfin, il y a des écoles, il y a des. Enfin, c'est absolument dingue. La vivacité du monsieur encore, il est complètement là, quoi. Oui, puis je crois qu'on retient cette sincère gentillesse, cette sincère générosité, cette bonté d'âme et de cœur, malgré voilà, malgré toutes ces différences, ces complexités dans sa vie personnelle et tout ça, c'est une bonté Incroyable. et je crois que c'est ça qu'en France, finalement, et le monde entier, je pense qu'on marche très fort à ça. Alors parfois, on adule des On- gens qui ont l'air gentils et au fond, ils ne le sont pas C'est ça, vraiment. on peut se tromper On peut se parfois. tromper, hein, des Mais pas fois. longtemps, pas longtemps, Pas longtemps. pas longtemps. Des fois, mais en tout cas, Brassens, on est sûr que c'est un vrai gentil. On l'écoute alors, cette chanson, La complainte des filles de joie, chanson pour laquelle en 1976, il en était extrêmement content. Il avait reçu une magnifique lettre de remerciement du collectif des prostituées de Paris, qui en avait fait leur hymne. On l'écoute. Georges Brassens, le choix de Thomas Dutronc dans les chansons de votre vie sur Radio J. Alors un Brassens, je le disais il y a quelques secondes, qui a donné son nom à de nombreuses écoles, à de nombreux lycées, et à un parc dans le 15e arrondissement de Paris, le parc Georges Brassens. Oui. Une petite transition habile, qui n'est pas du tout capillotractée, pour parler de Paris, de la capitale. Et ça m'amène à parler de vous, Thomas. Paris, c'est une ville qui vous a porté chance. J'aime plus Paris, c'est quand même le premier Mon premier. gros succès populaire Ouais, c'est vrai, c'est vrai. que vous avez eu. Bah oui, alors, au départ, je voulais faire une chanson, un duo avec un copain guitariste corse, Antoine Tatiche. Oui. Je voulais que lui parle de la Corse. Alors la blague, c'était qu'il en parlerait sans jamais dire quelque chose. C'est comme les témoins qui disent rien. Et puis moi, je disais que j'aimais plus Paris et que je préférais la Corse. Donc je sais pas. Et puis en fait, il n'est pas venu. Donc j'ai fait ma chanson tout seul. Mais à l'époque, c'était un peu C'est vrai que c'était une réaction par rapport à l'époque, quoi. L'époque qui change par rapport
à Paris s'éveille de mon père, ou à revoir, C'est ça, c'était ou à revoir Paris de Charles Trenet. Revoir Paris, qui est votre choix, qui est votre troisième choix dans Voilà, ces voilà. chansons de ma vie. Et déjà, quand j'ai fait cette chanson il y a 12 ans, Paris avait déjà changé. Je ne sais pas si ça s'est amélioré depuis, je ne crois pas. Voilà, c'est une ville qui est réservée de plus en plus. Il faut avoir vraiment beaucoup d'argent pour y vivre. Donc Oui. rien que ce côté-là, voilà, c'est pour ça que je dis plaqué or, Paris est mort, tout ça. Enfin, Non, mais ça tombe bien, et Anne Hidalgo nous écoute tous les dimanches soirs, ça donc avance. allez-y, je vous en prie. Non, mais ça, c'est pas de sa faute, la pauvre. C'est pas. Non, mais je fais une blague sur Delanoë dans le truc. Oui. Mais c'est pas. C'est la boboisation, on n'y peut rien, quoi. C'est comme les gens qui habitent Venise, les Vénitiens. T'imagines le prix que ça coûte maintenant, les appartes à Venise ou à Florence. Les gens qui habitaient là, qui sont nés là, ne peuvent plus habiter dans leur ville, quoi. Donc c'est le problème de la spéculation Envie immobilière. d'aller vivre sur une gondole. Et puis voilà, et puis la vie qui est voilà, mais il y a certains quartiers populaires qui restent sympas, mais c'est vrai que puis après moi c'est avec l'âge, la pollution, le bruit, le machin, j'en ai un peu marre, mais c'est. Le fait justement Mais je dis à la fin de la chanson, à la fin de ma chanson, je dis que ça reste la plus belle ville du monde, hein, mais Alors- c'est aussi parce que maintenant j'ai envie de, il faut mettre Paris à la campagne, comme disait Pierre Dac. Et justement, Thomas, alors pourquoi ce choix de retour à Paris? Le vrai titre de la chanson, c'est Retour à Paris. Ah oui. Cette chanson est écrite en 1947 par Charles Trenet. Il revient de Rio, il est dans un avion, et dans l'avion, le temps de la traversée, il écrit cette chanson. Pourquoi ce titre-là, et pourquoi Charles Trenet? Ben voilà, je suis arrivé à Charles Trenet grâce à Brassens, donc. Oui. Et mais par contre, lui, mes grands-parents de chaque côté paternel et maternel m'en avaient parlé. Avaient dit que vraiment il avait bouleversé leur vie, qu'ils adoraient tout ça. Donc il y avait une sensibilité musicale finalement chez les parents de mes parents. Et Charles Trenet, c'était vraiment le choc, quoi. Et je sais que pour Brassens aussi, ça a été quelque chose de très important. Donc j'ai commencé à écouter, à m'intéresser. Et effectivement, Que reste-t-il de nos amours, c'est ma chanson préférée de tous les temps. Une merveille. Une merveille. Mais j'avais envie qu'on écoute Revoir Paris, parce que il y en a tellement de très jolis de Charles Trenet. De toute façon, c'est un grand poète. Il est très moderne dans sa poésie, quoi, dans son écriture. Il est fabuleux. Et ses musiques, en plus, il a fait le tour du monde avec pas mal de titres. La mer, par exemple. Et puis, c'est une nostalgie, c'est une époque aussi qui m'émeut. Ça me fait penser à mes grands-parents. Là, par exemple, quand il dit tous ces braves gens de la Varenne et de Nogent, ça m'émeut vachement, parce que on a l'impression qu'il y a moins de braves gens. On a l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde veut faire. C'est bien que tout le monde fasse valoir ses droits et tout ça, que tout le monde revendique, lutte, proteste et conteste. Mais bon, c'est mieux que avant, mes grands-parents, ils disaient rien et ils souffraient en silence. Ils Peut-être, mais ils subissaient trop, sans doute. Mais je sais pas, cette espèce de candeur et cette pudeur me manque cette aussi. Poésie en même temps. Cette poésie aussi, une espèce de courtoisie et de bonne éducation de ces années, peut-être qui me manque aussi. Ce sourire, cette tendresse aussi, pareil, cette tendresse sur la vie qui, je trouve, disparaît trop. Charles Trenet a bien sûr écrit des merveilles pour lui, mais il a aussi écrit pour les autres. Vous avez peu écrit pour les autres. Je crois que vous avez travaillé pour Henri Salvador. Vous lui avez composé Mademoiselle, je crois. Oui, ça c'était avant que je fasse des chansons pour moi. C'est ça. Oui, parce que le truc, c'est que je suis pas très prolifique. Et du coup, j'ai pas vraiment de formule. Et en plus, moi, j'ai envie de parfois chanter des trucs un petit peu personnels ou qui ressemblent à. Je sais pas faire des choses un peu formatées, ou je sais pas. J'aimerais bien, hein, c'est pas une critique. Tailleur sur mesure, non. Ouais, voilà, j'arrive pas. Donc vous vous habillez déjà vous-même fort bien, ce qui est déjà super. Puis j'ai. Avant de chanter moi-même et tout ça, j'ai écrit des textes de chansons pour les autres quand même à un moment. Donc, par exemple, oui. Pour Henri Salvador, il m'a pris. Mais après, j'ai arrêté justement. Après ce succès-là, avec Mademoiselle, c'est le premier texte un peu vraiment qui a marché. J'en ai fait d'autres qui étaient sortis, mais quelques-uns. Mais j'ai eu envie d'arrêter parce qu'on est tellement au service de l'autre. On se perd un peu soi-même. On se perd soi-même parce que la personne qui chante va avoir des fantasmes, mais comment trouver ses propres fantasmes, c'est très compliqué. Alors c'est vrai que dans les années avant, ça existait, des paroliers, c'est un métier qui est très difficile, et j'ai baissé les bras, quoi, au bout d'un moment. J'ai baissé les bras, j'ai préféré faire des trucs pour moi au final. Ouais. Quand on dit de Charles Trenet qu'il a inventé la chanson française, ça vous inspire quoi? Est-ce que quelqu'un invente quelque chose pour Oui, non, ça c'est toujours un. On parlait de Jean-Sébastien Bach, même à son époque, tu vois, même si c'est le maître de la musique baroque, ou à son époque, c'était la musique qu'on jouait, elle était un peu comme ça, quoi. Même si lui, là, donc
pareil. Mireille, tu vois, Mireille, c'est fou. Les chansons de Mireille, c'est J'ai fabuleux. j'ai eu l'occasion de l'interviewer exactement un mois et demi avant son départ. Et à un moment, je lui dis, en parlant avec elle, en fait, on dit toujours que c'est Charles Trenet qui a fait la chanson française. En fait, c'est vous. Ouais, ouais. Elle ne disait rien. Elle m'écoutait. Puis là, j'ai entendu sa voix. Il m'a dit, ça, j'aimerais bien que vous l'écriviez dans votre livre. Mireille, c'est incroyable. Moi, c'est un des plus beaux concerts que j'ai vu de ma vie. Je l'ai vu 2 fois au Palais de Chaillot. Elle était super âgée. Mais en première partie, il y avait un groupe, Les Bouchons. Ils ont recréé l'atmosphère des music-halls de l'époque à 2 mecs et une nana. L'humour des chansons, des textes de Mireille, l'humour. Alors, non, mais là, moi, ça me fout les larmes aux yeux. Tellement tellement il y a une humour, une tendresse, c'est espiègle et c'est gentil, c'est une bonté. Moi, les larmes aux yeux, mais direct, parce que ça n'existe plus du tout ça. Là, on est vraiment Ailleurs. là, on est vraiment ailleurs. Et là, Mireille, c'est des chansons comme Tant pis pour la rime ou Je me fous de la rime. Tant pis pour la rime, c'est à tomber de bonheur. Ou Voilà les hommes et voilà les hommes. Après, on connaît Est-ce qu'elle a laissé avec Jean Noin, c'est des le merveilles Vicomte, on la aussi. connaît un peu plus. Celle-là, le Vicomte, c'est elle aussi. Il y a les vers, puisque vous partez en Le voyage, c'est un c'est bijou, magnifique. c'est un bijou. C'est un bijou, pareil, et avec Jean Sablon. Donc oui, il y a Jean Sablon. Voilà, Et Jean Noin, Jean Noin. dont on a gardé Jean que Noin. l'image Incroyable. du présentateur de télévision, mais C'est qui lui qui était a écrit aussi. tous ces textes sublimes. Alors moi, je vous propose, Thomas, dans cette émission qui est la tienne, de réentendre celui qui doit tout à Mireille, Charles Trenet, Revoir Paris. Revoir Paris, Charles Trenet, le choix de Thomas Dutronc dans Les chansons de ma vie sur Radio J. Thomas, on change complètement de style musical maintenant avec ton 4e choix, Johnny B. Good, version Jimi Hendrix. Alors, elle est considérée, cette chanson, comme la 7e plus grande chanson de tous les temps par le magazine Rolling Stone. C'est une chanson, je crois, autobiographique de Chuck Berry. Ouais. Le Johnny B. Good, le Good serait une référence à son adresse. Il habitait 2520 Good Avenue dans le Missouri. Qu'est-ce qui te touche dans cette chanson et pourquoi ce choix ? Écoute, le rock and roll comme ça m'a beaucoup ému. Ça a fait partie de mes premières émotions musicales, un peu. Tu vois, par exemple, j'avais vu ce morceau-là dans Retour vers le futur, tu vois, dans la fameuse scène. J'avais adoré ce morceau. Et monsieur a des références. Ouais, tu vois, culturel, hein, excuse-moi. Oui, avec un grand C. Excuse-moi d'étaler ma culture comme ça. Bon, comme la confiture. Et puis voilà, donc le rock and roll, j'adore. Et j'ai beaucoup écouté d'Elvis, de Gene Vincent, d'Eddie Cochrane, des Shadows, de Chuck Berry. Et voilà, et Chuck Berry, cette version de Johnny B. Good, j'ai adoré. Et quand j'ai découvert Hendrix à 14 ans, j'ai découvert, c'était sur un double CD que j'avais acheté à Londres. Et j'avais été en vacances, j'avais un correspondant anglais, un pen friend, tu vois, j'avais été là-bas, j'avais acheté ce disque d'Hendrix incroyable. Et il y avait cette version live qui, pour moi, là, on voit vraiment l'art de Jimi Hendrix, parce que des fois, Jimi Hendrix, c'est un génie de la guitare aussi, mais des fois, ces lives, ça peut être indigeste si on n'est pas un peu à 1,5 gramme ou qu'on n'a pas fumé des trucs. Mais là, celui-là, il est quand même, il est peut-être un peu fort aussi au matin, mais il envoie du steak là. Tu parles de sa version, en fait, le live qu'il a fait. Version de Johnny B. Good, ce qui est génial. À Berkeley, en Californie, ce qui est génial, le 30 mai 70, si tu quelques veux, mois avant sa mort. Il reprend le fameux riff. Il reprend ce truc-là, mais avec des breaks, il s'arrête, il le tord, si tu veux. Il le Jimi Hendrix. Voilà, il le Jimi Hendrixise et ça monte, et puis il joue avec le Larsen, il joue avec Enfin là, c'est une version que j'adore. Et ce qui est dingue aussi, et comment t'expliques que quelqu'un qui a en fait une carrière très courte, il est mort en 27 ans, 1970. c'est le club des 27 lui aussi. C'est ça, le 18 septembre 70. En fait, il y a 4-5 ans de carrière vraiment importante, et quelques 50 ans après sa mort, il est toujours considéré comme un des plus grands guitaristes de tous les temps. Parce qu'il aussi, il y a quelque chose. Il avait absorbé tout le blues, tout l'héritage. Et quand tu as dit absorbé, j'ai pensé à autre chose. J'ai eu peur. Il n'a pas absorbé que le blues. Non, mais oui. Et voilà, donc il a poussé le truc, il a été plus loin dans cette liberté. Il a eu vraiment une vraie liberté à la guitare, quoi, une espèce de virtuosité de liberté. Ça, la liberté à la guitare, ça fait rêver, quoi. Parce que c'est sûr que même un mec comme Clapton, c'est un des meilleurs guitaristes, hein, c'est sûr, il est très très bon, mais il n'a pas la liberté qu'a Hendrix. Hendrix, il a ni cette folie. Ni cette folie. Il y a eu Stevie Ray Vaughan qui était très très fort, très très virtuose.
Il était pas mauvais lui quand même, hein, Stevie Ray Vaughan. C'était un sacré client. Moi, après tout ça, je suis de plus en plus fan de B.B. King, qui est un peu Oui, le modeste aussi de la bande, qui grand fan de Django Reinhardt d'ailleurs, B.B. King, oui, mais oui. qui, avec peu de virtuosité, fait les notes qui vont droit au cœur. Et ça, c'est ça l'important en musique, hein. Bah, il y a la virtuosité, puis il y a l'âme, quoi. C'est Oui, puis c'est l'expressivité, le B.B. King avec ses quelques notes, mais on sent qu'il est tout le temps, on sent qu'il est tout le temps, comme on dit avec un copain, David, dès qu'on joue un peu de musique, on est pris en défaut de pas être Django Reinhardt ou Jimi Hendrix, tu vois. Et B.B. King, on sent quand il joue il transpire tout de suite, tu vois. On sent qu'il se rend bien, tu vois. On sent que dans les doigts, merde. il travaille, quoi. Il dit putain, je suis pas Hendrix, putain, je suis pas Django. Mais il le fait quand même, Mais voilà, pour notre plus grand plaisir. vraiment. Bah, moi, Thomas, je te propose qu'on l'écoute. Donc, cette version de Jimi Hendrix, 30 mai 70, Berkeley, en Californie. Johnny B. Good, ton choix dans ces chansons de ma vie. Johnny B. Good, Jimi Hendrix. Thomas, on se connaît un petit peu dans la vie. Sex, drug and rock'n'roll, c'est pas trop ton truc, toi. Finalement. C'est que j'ai toujours essayé de le cacher au cas où ma mère m'écoute sur la radio, donc j'ai toujours Mais elle dit nous que écoute ce soir, elle nous écoute. Françoise, si vous nous écoutez. j'essaie d'être un bon fils. Mais enfin, j'étais quand même un peu. J'avais des potes qui étaient bien sexe, drogue et rock'n'roll, et moi j'étais un peu. Je faisais moins la drogue, quoi. J'ai fumé un pétard de temps en temps le week-end, Ah, quand quoi, même. mais j'étais pas dans la drogue. C'est ton côté herbe de Provence. J'avais des potes qui prenaient des acides à 14 ans, si tu veux. Donc Ah oui, moi, quand même. alors je leur disais, mais non, les gars, qu'est-ce que vous faites? Et j'essayais de leur dire, arrêtez de déconner, tu vois. Mais non, j'ai jamais pris de. J'aime pas les trucs dans le nez, tout ça non plus. Donc, j'aime pas les piqûres non plus, donc je suis tranquille. La notoriété, le succès, tu gères ça comment au quotidien? Tu as l'air d'avoir un recul là-dessus absolument incroyable. Déjà, j'ai eu du succès tard, donc si tu veux, je sais que c'est pas l'important. L'important, c'est Et le fait justement aussi d'avoir grandi à l'ombre de deux personnes, tes parents qui... aussi, voilà, Est-ce que ça ça relative fait que je pas suis de la deuxième génération, tu vois, je suis 2 points. dès le 2.0? Enfin, non, mais enfin, oui, en tout cas, j'ai vu. Enfin, oui, c'est pas nouveau. Je sais que j'ai beaucoup de chance. Tu vois, j'ai connu mes grands-parents aussi, évidemment. Mon grand-père faisait du piano. Bon, lui, il n'en a pas vécu, il en faisait en amateur, mais l'important, c'est l'amour. L'important, c'est le chemin. Ça, c'est ma mère aussi qui m'a répété beaucoup Oui. ça. C'est pas tellement le résultat, c'est les efforts qu'on fait. L'important, c'est le chemin, quoi. J'aime bien cette citation qui dit attache ta charrue à une étoile. Et puis voilà, évidemment, je suis content de réussir et de pouvoir vivre De ta passion. de ma passion, mais et de vivre bien et d'avoir la chance d'avoir une maison dans un village en Corse où il fait beau, tu vois. Mais comment tu arrives justement à protéger ton intimité finalement? On sait très très peu de choses de toi. Tu as toujours réussi à faire une espèce de switch entre le Thomas Dutronc que l'on connaît, ce que tu as décidé de donner au public, et puis le reste qui t'appartient. C'est un vrai travail, ça, Oui, parce que d'arriver à se protéger? oh, pas tellement, mais oui, ça s'est fait comme ça. C'est pas tellement. Oui, ça s'est fait comme ça, mais je réfléchis pas trop là-dessus. Tu sais, je prends les choses comme elles viennent. Tu vis. Oui, je vis, voilà. Faut pas. Alors, on continue cette promenade au pays des chansons de ta vie. On va bientôt l'achever, cette balade. Et on reste ma dans vie, le hein. rock. Non, la balade. Et on reste dans le rock, puisque tu as choisi, pour finir, tu nous en parlais il y a 3 secondes, le King, Elvis Presley, et sa chanson My Baby Left Me, chanson qui était adaptée par Ralph Burnett pour Johnny Hallyday sous le titre Tu me quittes. Ah, C'est pas je pareil. connaissais pas la française. Écoute, oui, c'est une Madeleine de Proust parce que c'est le premier disque que j'ai écouté, je crois, sur ma chaîne, Ouais. sur ma première chaîne quand j'avais 11-12 ans. Je peux frimer quand même je peux dire que c'est Serge Gainsbourg qui m'avait offert cette chaîne, une Sony. Je Ah ouais. regrette de ne pas l'avoir gardée d'ailleurs. La classe quand Je suis même. con. Pourquoi je l'ai vendue? J'ai dû la vendre. Et donc, et je l'ai écouté en boucle, ce disque. Il y avait un son trop bien. Et puis, voilà, batterie, contrebasse. Et Elvis, oui, ça reste une grosse influence, justement, qui est entre Lui, il aimait toute la vraie musique black, roots et tout ça. Et en même temps, il chantait comme il était. Et d'un seul coup, si le succès, si ça a explosé pour lui, c'était pas de sa faute, quoi. Parce que des fois, on dit. Oh, Les affaires reprennent. parce que pardon, ça a faibli. C'était pas de sa faute si d'un seul coup, lui, sa musique a marché. Mais
Il avait un charme, un humour aussi, une espèce de truc qui est vraiment incroyable. Et son comeback en 68, je recommande à tout le monde de regarder ça en images. Son Oui, comeback spécial, une grosse émission de télé qu'il a faite en 1968. qui est magique. C'est magique. Il est d'une beauté, il chante. Et il a aussi cette humilité. Et par contre, il a l'humilité, mais c'est ça que j'adore. C'est qu'en même temps, c'est pas la frime, quoi, mais ça en jette, quoi. C'est rock'n'roll, c'est putain. Et je te signale que tu as choisi encore Un destin brisé. Quelqu'un qui est mort extrêmement jeune. Il y a une petite fascination pour ça? Écoute, je sais pas. Bon, non, regarde Brassens, ça va. Non, après ça va, mais Django, pas vieux non plus, 43 ans. Django, 43 ans, Jimi Hendrix, 27, Elvis, pas vieux non plus. Il a atteint les 40 quand même, Elvis, ou pas? Elvis, il est mort en 77. 77, ouais. 77, je suis pas sûr qu'il ait atteint si. Les 40 ans, il a dû les faire. Tout Ouais. juste, tout juste. Tout juste, hein, 38-40 ans. Ouais, voilà, ouais. Cette chanson, bon, bah, bien sûr, My Baby Left Me, on n'a pas besoin de la traduire. Les séparations amoureuses, c'est propice à ton inspiration. T'écris plutôt quand t'es euphorique ou quand t'es down? Écoute, j'emmagasine plein d'émotions comme tout le monde et j'écris j'écris plutôt quand j'ai besoin je suis vraiment un gros diesel en hiver, quoi. J'ai besoin d'être lancé et quand je suis lancé, je m'arrête plus, j'adore. Et après, j'ai toujours un truc qui arrive, genre une tournée ou une promo à faire Qui arrête ou une tout? série de promos qui arrête tout. Et du coup, pour me relancer dans le truc, j'attends un peu le dernier moment. J'ai pas changé de mon époque scolaire, tu sais, où tu attends le dimanche soir pour faire la disserte de 8 pages Oui. de philo. À rendre pour le lendemain, bien sûr. C'est un peu pareil pour les chansons. Même si là, quand même, depuis le temps, j'ai quand même on s'est fait plein de rendez-vous avec des copains. Moi, j'adore. Il faut que je travaille tout seul parce que j'ai besoin de sortir des choses, mais c'est un peu pas une souffrance. C'est pas ça, c'est pas un accouchement, mais c'est genre, faut que je m'y mette, quoi. Faut que je m'y mette. Faut que je range mon bureau. Mais le bonheur est plus propice aux muses Je trouve ou... toujours un truc à faire avant. Ben, non, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Je pense qu'on peut faire des chansons sur tout. Quand on a du talent, moi, j'ai pas ce talent, hélas, mais on pourrait faire une chanson géniale sur comment faire le ménage. Je veux dire, tout est possible, tu vois. Chiche. Tout est une histoire de style, quoi. Il vaut mieux partir du cliché que d'y arriver. Mais je sais pas, il faut essayer quand même essayer d'élever un petit peu le débat, quoi, de mettre des choses jolies dans les chansons quand même. On va pas parler Quoi que le ménage en chanson, mais tu sais que là, tu viens de me du tri des poubelles, tu vois. Et tu viens de me donner une Je vais super faire un idée. album qui a parlé du tri sélectif, tu vois. Allez, chiche. Bon, en attendant, Le truc on écoute passionnant. Elvis quand même. My Baby Let Me, Elvis Presley. Tu auras remarqué que j'ai quand même fait l'English School of London quand même. Ben, c'était le 5e et le dernier choix, tout du moins dans cette émission. Oui, après, c'est. On peut se donner Je vais rendez-vous dire, c'est pour... dommage qu'on n'ait pas mis un Gershwin ou un jazz, tu vois, Bon, on va se une revoir, jolie Thomas. mélodie, bah voilà. L'heure est passée à une vitesse dingue. On te remercie 1000 fois d'être passé Merci, par c'était un Radio Chi. plaisir de te voir et puis On rappelle de parler comme ça tranquillement. On rappelle ton actualité aussi, Frenchy, magnifique album à écouter pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et puis on te dit à très très vite. On espère vraiment que la scène va pouvoir reprendre et qu'on va pouvoir venir te revoir là où je pense que tu es le plus heureux, c'est-à-dire sur scène. Ah, j'adore, ouais, j'adore. Ça me manque beaucoup. Merci beaucoup Thomas et plein de Merci bonnes à toi. choses. Merci, Merci. au revoir.